bon. Son enfant, longtemps courbé, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonné, l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, non béni, Congo, les allées, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, on peut rester debout à la mémoire de tous les Congolais qui sont massacrés, qui sont tués par le Rwanda sous la Belgium 23. On peut rester debout pour leur mémoire. Merci. Une minute. Merci. Vous nous avez soumis à un exercice de patriotisme. Chanter l'hymne national, quand j'ai regardé les lèvres de plusieurs, c'était un grand exercice. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Vous allez me permettre que je passe par là pour faire la présentation, parce que le matériel technique ne me permet pas de rester à l'estrade en même temps je fais la présentation. Ce que vous ne verrez pas là, c'est mon nom et Doumédia. Mon nom est là. Je m'appelle Chiswaka Masoka Hubert. Je suis avocat de profession au barreau du Haut-Katanga, donc je suis avocat praticien. Je suis aussi chercheur et défenseur des droits humains, bientôt 35 ans. Et j'ai travaillé partant des petites organisations de promotion et de défense des droits humains à la base, jusqu'à aller au niveau des organisations internationales. Et maintenant, je m'occupe beaucoup plus de la recherche, la formation et les plaidoyers. Aujourd'hui, je suis invité dans le débat qui se passe principalement ici à Kinshasa et qui semble être un débat et orienté beaucoup plus par des organisations politiques, mais c'est une matière qui nécessite un peu plus d'éclaircissement. Voilà pourquoi mon organisation et moi-même avions pris le risque de venir devant vous et vous donner notre opinion, espérant que nous allons échanger et de vous, nous allons recevoir contre-proposition. La proposition dit, ou la proposition exige la loyauté à 100% à tout Congolais. Ça veut dire qu'il ne faut pas envier une autre nationalité. C'est comme dans le ménage. Si vous êtes marié, vous avez une femme, elle vous exige fidélité. Ça veut dire qu'il ne faut pas voir ailleurs. Il ne faut pas chercher une autre femme. C'est ça la fidélité. Mais au deuxième principe ici d'irrévocabilité, on nous dit, oh, on est né Congolais. On vit Congolais et on va mourir Congolais. Et on ouvre la porte à la possibilité d'avoir une deuxième ou plusieurs autres nationalités. C'est là que nous disons, non, les deux principes se contredisent.
On ne peut pas avoir deux principes dans la même loi. Parce que d'une part, vous exigez aux Congolais d'être loyaux et fidèles uniquement à la nation congolaise. Et vous dites, c'est à ceux-là qui vont exercer des fonctions de président de la République, de Premier ministre, de tout ça, parce qu'ils ont la loyauté à 100%. Les autres ont une loyauté partagée. Ils ne vont pas exercer ces fonctions dites régaliennes. Mais de l'autre, aux mêmes Congolais à qui vous exigez la loyauté, vous accordez la possibilité d'acquérir une deuxième ou plusieurs autres nationalités. Et là, nous disons, non, attention, la loyauté sera partagée à ce moment-là entre la mère patrie et la nouvelle patrie d'acquisition. Parce que nous voyons, ce qui arrive, c'est que ceux qui ont de doubles nationalités, ils choisissent là où ils ont beaucoup plus de facilité, c'est là qu'ils amènent leur famille, leurs enfants pour étudier, c'est là qu'ils achètent des maisons, c'est là qu'ils investissent, parce que les banques sont beaucoup plus sécurisantes. C'est là où va leur argent. Leurs intérêts croissent beaucoup plus de ces côtés-là que de ces côtés où il n'y a pas suffisamment de garanties. Nous allons y revenir avec des questions. Alors, les articles 4 et 24 de la proposition de loi Tchani, maintenant nous allons dans le fond. Nous avons quitté les principes de droit, maintenant nous analysons les articles. Nous disons que les articles 4 et 24 sont contraires aux articles 10, 12, 13 et 153 de la Constitution. L'article 4 de la proposition de loi dit « Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu la RDC présentement à l'indépendance, bénéficient de l'égalité des droits et de la protection au terme de la présente loi, sous réserve de ce qui est dit sur l'exercice de certaines fonctions. » Lorsque nous regardons cette formulation, nous disons que ça pose problème. Parce que à l'article 10 de la Constitution, on dit la nationalité est une et exclusive, et on demande à ce que, et on dit, et Congolais, c'est là qu'il y a la définition des Congolais d'origine. Et Congolais d'origine, c'est lui qui appartient à un groupe ethnique qui se trouve en RDC à l'indépendance. Dans cette reformulation ici, on enlève l'individu. Vous voyez, on dit tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu le Congo ont les mêmes droits. Ici, on parle des groupes ethniques. La formulation de la Constitution rentre au niveau individuel. On dit toute personne qui appartenait au groupe ethnique. Vous voyez la différence? Ici, quand on parle de groupe, et la Constitution parle des personnes, on ne dit plus la même chose. Nous allons y revenir. Et à l'article 24, il dit, pour des raisons de loyauté et de fidélité à la nation, l'exercice de la fonction du président de la République, du président de l'Assemblée, comme on a dit là d'avant, n'est réservé qu'aux seuls Congolais nés de père et de mère. Nous sommes un peu, comme scientifiques, nous sommes gênés par cette façon de voir les choses.
à ce que cette proposition de loi propose des choses qui sont contradictoires entre elles-mêmes et elles contredisent la Constitution. En matière de loi, pour ceux qui sont à l'école de droit, qui sont à la faculté de droit, une loi ne peut être votée et adoptée dans un parlement que en fonction de deux conditions. La première condition, la loi doit être exempte de contradictions en elle-même et elle ne doit pas énerver l'ordre juridique existant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi doit être cohérente, elle doit être très claire, elle ne doit pas dire une chose et son contraire, et puis elle doit respecter les autres lois qui existent. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que ce que vous faites comme proposition de loi doit se conformer à la Constitution en vigueur dans le pays. Je voudrais, si dans la salle il y a des étudiants, qu'ils puissent souligner un mot. En vigueur dans le pays. En vigueur. Ça veut dire c'est qu'il y a force de loi. Parce que lorsque nous sommes en train de suivre les débats à la radio, à la télévision, on nous réfère à des constitutions passées, on nous réfère à des constitutions d'autres pays. Vous entendez souvent les gens crier et dire non, ça se passe en Tunisie. En Tunisie, c'est comme ça. Ça se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est comme ça. Oui, très bien. Ça, ce sont les discussions en dehors de la faculté. Lorsque vous êtes à l'école de droit, ou bien lorsque vous voulez faire une proposition de loi, il faudrait chercher ce qu'on appelle constitution en vigueur. L'unique constitution qui fait force de loi. C'est ce que tout le monde doit respecter. On ne va pas chercher autre chose. Si vous n'avez pas une constitution dans le pays, vous n'avez pas encore un pays. Afin que le débat sur la loi avance et que cette loi puisse être acceptée, l'honorable Ntingi Pululu a amené une proposition de révision de la Constitution. C'est à cette même session de mars qui est en cours. Il amène une proposition de révision de la Constitution. Mais il veut qu'on puisse réviser 3 articles. L'article 10, l'article 72 et l'article 111. Souvenez-vous, l'article 110, c'est l'article qui parle de définition de la nationalité congolaise d'origine et des mécanismes d'acquisition de la nationalité. C'est ce qu'il voudrait qu'on puisse modifier. Et l'article 72 parle des conditions des candidatures à la présidence de la République. Et l'article 111 parle des conditions pour devenir président à l'Assemblée nationale et au Sénat. En résumé, qu'est-ce qu'ils disent dans leur proposition de révision de la Constitution? Donc, ils veulent enlever le caractère exclusif de la nationalité congolaise d'origine. Tout tourne autour de la nationalité congolaise d'origine. La Constitution dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. La proposition de loi qu'on nous amène veut enlever ce caractère exclusif pour introduire un autre principe de droit qui est basé sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Ça veut dire qu'on ouvre la porte à la possibilité d'avoir
une deuxième ou plusieurs autres nationalités. Et il ajoute à l'article 72 un cinquième critère de candidature à la présidence de la République. Être né de 2 parents congolais. C'est la même modification qu'il voudrait qu'on puisse apporter à l'article 111 pour les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous nous disons, s'ils veulent procéder à la modification de la Constitution, ils vont se buter à une série de difficultés. Parce que la Constitution elle-même organise sa propre révision aux articles 218, 219 et 220. Et cette procédure est très rigoureuse pour éviter des révisions intempestives. Le législateur tire son expérience de la Deuxième République. Vous savez, le maréchal obtenait tout ce qu'il voulait à chaque moment qu'il le voulait. Quand il voulait qu'on puisse changer quelque chose dans la Constitution, il suffisait qu'il dise « Ah, le commissaire du peuple, changer Elokwe. » Et on va modifier la Constitution. Le président fondateur du MPR, il devient président de droit de la République du Zaïre. On va mettre ça dans la Constitution. Le président du MPR nomme un réforme, allez, on va modifier la Constitution. S'il veut faire quelque chose, on lui dit non, maréchal, et là, quand il y a la Constitution, oh, boni, pour qu'il ait changé le point. Alors, chaque fois, on changeait la Constitution, Et maintenant, l'actuel législateur, pour éviter ces révisions intempestives, a organisé cette révision. La première contrainte est liée à l'initiative. À l'article 218, on consacre l'initiative de la révision constitutionnelle concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération au Conseil des ministres, à chacune des chambres à l'initiative de la moitié des membres, comme l'initiative de Ntingi Polulula. S'il veut qu'on arrive à la révision de la Constitution, il faut la moitié des membres de l'Assemblée. Si c'est l'initiative d'un citoyen, comme Gianni voudrait obtenir la révision, il faudrait une pétition avec 100 000 signatures. Si vous passez cette étape là-bas, vous parvenez à avoir l'initiative de révision de la Constitution. La deuxième condition, la deuxième difficulté, c'est le vote ou le référendum. Parce que la Constitution même dit, au même article 218, pour que la révision soit effective, il faudrait que le président de la République convoque un référendum et que le souverain primaire puisse voter cette modification. Si les souverains primaires ne votent pas la modification, ça ne passe pas. Si on parvient à passer, le référendum donne cette modification, il y a l'article 219 qui va poser une difficulté. Nous sommes sous état de siège. Il faudrait convaincre le président Tshisekedi de lever l'état de siège pour qu'on puisse réviser la Constitution. Si le président lève l'état de siège, on a une autre difficulté là-bas, ce sont les droits humains. L'article 220 interdit formellement toute révision constitutionnelle qui a pour conséquence la réduction des droits de la personne. Alors, à ce niveau-là, nous aurons une difficulté parce que, vous savez, l'article 153 de la Constitution nous demande d'appliquer, on demande aux cours des tribunaux civils et militaires d'appliquer les traités internationaux dûment ratifiés et les autres lois nationales et la coutume
tant que ce n'est pas contraire à la loi et contre l'ordre public. Or, les traités internationaux dûment ratifiés par la RDC, c'est au niveau international qu'on publie au journal officiel, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce sont les deux instruments juridiques internationaux les plus fondamentaux qui garantissent les droits de l'homme. Donc nous aurons une difficulté qu'on puisse revoir la Constitution. Donc pour nous, pour l'instant, on dit que la Constitution, donc la révision est inopportune. Donc ce n'est pas opportun de revoir. Elle n'est pas nécessaire pour le moment et elle n'est pas urgente. Alors, je sais que dans la salle, il y a des étudiants, il y a des juristes. Je vais rester à la disposition du public pour des questions et je vous remercie. On va passer aux questions. On va prendre premièrement 5 séries de questions et Maître va répondre et après on va continuer s'il y aura encore de questions dans la salle. Ma première préoccupation, c'est au niveau de votre approche. Vous avez été essentiellement dans une approche juridique, alors que cette question va au-delà du droit. Ça aurait été intéressant aussi que vous puissiez toucher les éléments à la fois sociologiques et même historiques de notre pays, parce que la notion de fidélité, le principe de fidélité et de loyauté ne sont pas qu'à trouver dans le droit, mais également dans notre histoire, notre sociologie. Est-ce que ces principes ne trouvent pas leur enracinement plus dans notre histoire, dans notre passé, ainsi que dans notre constitution sociologique? Ça serait beaucoup plus intéressant que vous reviez là-dessus, sans que vous puissiez vous arc-bouter sur des éléments essentiellement juridiques. Ma deuxième préoccupation, c'est au niveau de contraintes, en fait. Et je crois que non, c'est une préoccupation qui peut également relever d'une proposition pour le référendum. Ça, c'est une question qui vous est particulièrement personnellement proposée. Qu'est-ce que l'URR, l'Institut de recherche en droits humains, l'institut que vous présidez, pense par exemple du référendum d'initiative citoyenne en matière de nationalité? Est-ce que ça ne serait pas finalement le chemin alternatif possible par rapport à une proposition ou un projet de loi qui émanerait du gouvernement ou de l'Assemblée nationale? Bonjour, c'est Delphin Monza, je suis membre du mouvement citoyen du Socle. Professeur, je crois que ma question doit se baser d'abord sur la quintessence de la conférence. Moi, j'avais cru que la conférence ici pouvait se baser sur les analyses, chercher à savoir qui sont pour et qui sont contre cette loi, et chaque personne puisse donner ses arguments. Mais personnellement, je vois déjà que vous avez déjà donné votre position. Alors, comment est-ce que l'on peut vous convaincre au moment où vous avez déjà donné la position que vous êtes contre la loi? Dans quel contexte la Constitution de 2006 a été conçue? Il aurait fallu commencer par là et savoir maintenant aujourd'hui, s'il faut que l'on modifie la loi, nous sommes dans quel contexte? Est-ce que la population accepte cela ou elle n'accepte pas ça? Je crois que je me limite pas. En essayant de comparer l'article 10 de la Constitution, tel qu'évoqué par vous, et l'article 70. Lorsque vous lisez l'article 10 de la Constitution, lorsque j'ai lu cette disposition, je vois que tous les Congolais sont égaux. En fait, il n'y a pas un Congolais supérieur à l'autre Congolais, quel que soit le mode d'acquisition de la nationalité congolaise, d'origine ou d'acquisition, bien entendu. Alors, lorsqu'on avance, on arrive à l'article 72 de la Constitution, je me rends compte qu'il y a une discrimination totale. Pourquoi? Lorsque vous lisez cet article, on dit, pour être candidat président de la République, il faudra avoir la nationalité congolaise d'origine. Alors que l'article 10 de la Constitution dit clairement que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut pas être détenue concurremment avec une autre nationalité. Quel que soit celui qui est congolais d'origine, selon l'article 10, ou soit celui qui est congolais par acquisition, nous tous on est congolais. Alors que pourquoi l'article 72, voilà là où ma question intervient, pourquoi l'article 72 de la Constitution, ou soit pourquoi les constituants de 2006 avaient voulu à ce que seuls les Congolais d'origine puissent devenir, ou soit puissent postuler comme candidat président de la République.
N'est-ce pas une discrimination? Une deuxième question par rapport à ce que vous venez de dire. Non, j'attends, il est là. Si je peux continuer? Voilà. Ok. Par rapport à ce que vous venez de dire, article 219, 218 de la Constitution. Oui, monsieur le professeur, vous avez parfaitement raison. Mais n'est-ce pas, à ce qui concerne l'état de siège, c'est la Cour constitutionnelle, elle est gardien de la Constitution. C'est la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, d'interpréter cette disposition parce qu'il s'agit ici d'une partie de notre territoire national qui est sous l'état de siège. Alors que, ici, la loi, elle est nationale. Je pense si vous pouvez nous dire de plus par rapport à cette disposition, est-ce qu'il faudrait... Merci. La question, tu as pris 2 minutes. Je pense que ce n'est pas aussi l'évangile pour dire tout simplement Amen. On a vu dans la présentation de M. Palmer qui faisait déjà presque allusion à la congolité, ce qui n'est pas d'abord le cas. Je lisais surtout des petites séquences sur les réseaux sociaux, mais j'avais fait quand même l'effort de rencontrer M. Noël Djani pour essayer un peu de l'écouter. Et puis, j'avais causé avec lui énormément sur la question. Après notre débat, M. Djani nous a expliqué le contenu, même l'historique de cette proposition de loi. Alors, M. Kiswaka, la Constitution laissée par le président Mobutu, qui a été modifiée à Sun City par les belligérants afin de s'introduire dans la course présidentielle. Nous connaissons bien qui sont ces personnes-là. Il y avait Azarias Ruberwa, il y avait le professeur Bob Kabamba et les autres. Bob Kabamba qui représentait notamment la communauté internationale qu'il avait envoyée depuis la Belgique. Nous voyons que dans cette constitution, notamment la proposition de loi Djani existait à l'intérieur. Parce qu'il stipulait, bon, peut-être j'ai effectivement oublié la syntaxe. L'article ou bien comment? Oui, non, je suis en train, bon, je ne suis pas juriste, mais je suis en train de vous donner l'idée que j'ai sur ça. Voilà. Et c'est pourquoi je disais que j'ai oublié la syntaxe. Mais dans cette constitution, il disait ne peut être président et candidat président de la République que les Congolais nés de père et de mère. Alors, ceci a été modifié par les belligérants, comme je le disais. De telles lois existent partout au monde. Ce ne sont pas des lois qui sont racistes, ni moins encore tribales. Cette loi reste impersonnelle, bien que le contexte a voulu le personnaliser en prenant un individu au détriment de toute une nation. Alors, vous avez fait une analyse purement juridique. Je voudrais ici, au regard de ce que je venais de dire, que vous puissiez me faire une analyse historique et sociologique. Parce que l'histoire nous renseigne bien comment ceux qui ont écrit notre constitution ont eu à s'introduire à l'intérieur. C'est juste pour se créer aussi les chemins à y accéder. Voilà, je pense que j'ai fini. Basé sur mon expertise et ma formation, vous comprendrez les limites que je peux avoir dans ma façon d'aborder les choses. C'est pour respecter les autres domaines scientifiques que je ne maîtrise pas. Je prends la parole devant vous en voulant vous dire que je veux parler des choses que je connais et les choses que je connais bien, pour éviter de parler des choses que je ne connais pas. Dans ma présentation, j'ai dit que je suis praticien de droit. Je suis licencié en droit de la faculté de l'université de Lubumbashi. J'ai un diplôme en sciences des droits de l'homme de l'université de Genève. J'ai un diplôme de droit international des droits de l'homme de Columbia University de New York. Et j'ai une maîtrise de droit international de Wits à Johannesburg.
les matières que je maîtrise, ce sont les matières de droit. Et pourquoi j'en parle? Parce que justement, quand j'entends les sociologues et les gens d'autres domaines parler de droit, ils semblent se perdre. Et c'est pourquoi je voudrais limiter ma réflexion sur les choses que je maîtrise le mieux. Ceci dit, je vais commencer peut-être par la dernière question qui m'a semblé la plus difficile et essayer de la rencontrer. Monsieur Chikangu, il a fait une remarque que j'apprécie. Il dit, nous ne devrions pas d'entrée de jeu parler de la congolité parce qu'il n'en est pas question. C'est vrai, nous ne voulons pas parler de la congolité. Nous avons parlé de 2 propositions de loi présentées par Ntingi Pouloulou, l'une portant sur la nationalité et l'autre, c'est une loi constitutionnelle voulant réviser la Constitution de la République. Alors, M. Chikangu dit, cette proposition de gérer les hautes fonctions de la République était dans la Constitution du Zaïre. Et vous aurez constaté avec moi qu'il l'a dit de manière aussi aisée qu'il pouvait, sans donner de référence. Il n'a pas donné quel article qui a dit ça. J'ai une étude de toutes les constitutions que ce pays ait connues. Depuis 1908 jusqu'à aujourd'hui à 2018. La constitution de la République du Zaïre est analysée là-dedans. Mais quand il parle, j'avais entendu quelqu'un d'autre aussi dire à l'article 7 de la constitution du Zaïre, on donnait des conditions d'éligibilité au sommet de l'État, être né de père et de mère. Dans la constitution du Zaïre que moi j'ai lue, il n'est pas dit ça. L'article 7 parle de l'hymne national. Et nulle part dans la constitution du Zaïre, on nous parle de ces conditions de né de père et de mère. Vous voyez pourquoi, quand j'essaie de parler comme juriste, j'essaie de garder la rigueur de droit. Le juriste, quand il vous parle, il donne les documents de référence. Il ne parle pas en l'air. C'est pour éviter que la discussion des questions de droit, les règles qui gèrent la société, ne soient discutées comme si c'était au marché. Il faudrait être rigoureux dans l'analyse des questions de droit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde veut discuter des questions des lois, même celui qui ne sait pas c'est quoi une loi. C'est là le grand drame. Si nous nous sommes invités dans ce débat, c'est pour essayer un peu de recadrer. Et je prends maintenant la deuxième dimension de votre question, parce que c'est la même question que M. Bouka aussi a essayé de prendre. Pourquoi je n'analyse pas la même question de manière historique, sociologique et politique? Mais je vous ai dit dès le départ que moi je suis juriste. Dès que j'entre dans les considérations sociologiques, il faudrait qu'il y ait un sociologue pour vous expliquer ça. Une approche historique, mais c'est toute une science. Pourquoi nous nous embrouillons ici dans ce pays? C'est parce que tout le monde veut parler de tout et à tout moment, et surtout de ce qu'il ne sait pas. Ici, comme juristes, nous nous sommes invités dans ce débat pour recadrer les choses. On est allé dans tous les sens. Et vous avez même compris que quand M. Chikangu posait la question, il disait que ça existe partout au monde. Pourquoi ça vous fait mal? Il y a quelqu'un d'autre qui m'avait même appelé au téléphone, il dit, toi ça te fait quoi pour que le Congo soit dirigé par un des pères et des mères? Pourquoi toi tu t'acharnes? Je dis, mais non, je ne m'acharne pas. Ça existe partout au monde, oui, mais au Congo, ce n'est pas partout au monde.
j'ai dit dès le départ qu'il y a un mot qu'il faudrait souligner, en vigueur. La Constitution en vigueur. La Constitution ayant cours dans le pays. Si tout le débat est en dehors de la Constitution, alors il n'a pas de sens. Il faudrait recentrer le débat pour qu'on puisse respecter la Constitution. L'historique de la Constitution de 2006 qui a été rédigée par les belligérants. Vous avez en partie raison. Il faut maintenant à rentrer lire l'exposé de motifs de cette Constitution. Quand vous rentrez lire l'exposé des motifs, le constituant congolais veut ramener la paix. Le Congolais veut ramener la paix et c'est comme ça que ces gens-là qui avaient fait la guerre, qui s'étaient retrouvés en train de discuter et ils ont participé à la rédaction de la Constitution de 2006. Mais il ne faut pas négliger les juristes qui étaient là, comme les membres de partis qui a toujours pignon sur rue ici à l'RDC. L'UDP s'était très représenté au sommet là-bas. Ils ont beaucoup influencé la rédaction de la Constitution. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Et quand vous lisez la Constitution telle que nous l'avons aujourd'hui, vous verrez que ce n'était pas seulement... Et il y a quelqu'un qui a une question? Je disais que si vous lisez ce qui est dans la Constitution, vous verrez qu'il n'y avait pas que des groupes armés. Il y avait des partis politiques non armés, il y avait la société civile, il y avait des confessions religieuses, et toutes ces personnes-là n'étaient pas allées se faire des leçons par des belligérants. Et d'ailleurs, vous savez que les Congolais étaient très stricts dans la rédaction de ces textes parce qu'ils savaient que le pays était agressé par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, et ils avaient conscience qu'il fallait absolument une protection. Et je vais en passant vous présenter un livre que je vais beaucoup vous recommander, parce que nous parlons de l'infiltration. Ça, c'est un livre qui vient de sortir. Ici, il est écrit par un Camerounais, Charles Onana, Holocauste au Congo. Si vous lisez les livres sur le Congo, vous allez comprendre le degré de complicité qu'il y avait des puissances internationales pour faire la guerre en RDC. Ce n'était pas une guerre qui avait commencé en 1997. C'est une guerre qui a été préparée et financée par la communauté internationale jusqu'à nous mettre par terre. Même aujourd'hui, la guerre qu'on nous mène au Congo, ce n'est pas une guerre de ce petit Rwanda là-bas qui peut financer la guerre qu'il est en train de nous mener jusqu'à aujourd'hui. Ah mais non, il faudrait vraiment se documenter. Et les questions de Bouka. Pourquoi la question, c'est l'article 10 et 72, on dit pourquoi les Congolais d'origine seulement et on exclut les Congolais par acquisition. C'est une question très importante. Parce que les constituants congolais avaient voulu sciemment à ce que les Congolais d'origine gèrent la République. Et Congolais d'origine, c'est qui? À l'article 10, il est clairement dit, et Congolais d'origine, toute personne qui appartient au groupe ethnique qui faisait la RDC en 1960. Toute personne. Alors, comment est-ce qu'on devient Congolais d'origine? Comment est-ce qu'on appartient au groupe ethnique? Mais l'article 153 de la même Constitution nous répond, suivant nos coutumes. Parce que dans nos coutumes, pour appartenir à un groupe ethnique, on est soit du groupe du système patriarcal, soit du système matriarcal. C'est ainsi que on ne sait pas être d'un seul côté pour dire
tous les Congolais doivent être de système patriarcal ou tous doivent être de système matriarcal. Et le législateur s'est limité à dire Congolais d'origine. C'est suivant les coutumes, parce que vous vous souviendrez que le mariage se fait selon les coutumes. Et les enfants qui naissent de ces mariages sont reconnus selon les coutumes. Les noms qu'on donne, c'est toujours ces noms selon les coutumes. C'est comme ça qu'on appartient à des groupes ethniques. Si aujourd'hui, les gens qui font la guerre à l'Est là-bas ont une difficulté à se retrouver au Congo, pourquoi? C'est parce qu'on leur pose une question très simple. Vous êtes de quel groupe ethnique et où est votre terre? Parce qu'en RDC, il faut appartenir à un groupe ethnique et chaque groupe ethnique a une portion de terre. Donc ici, ce n'est pas de la discrimination contre les étrangers, mais c'est constaté. Et vous verrez que le législateur a même des mots qu'il a choisis. La nationalité congolaise d'origine est constatée. Par contre, la nationalité congolaise d'acquisition, c'est après des exigences administratives. Donc, si vous êtes étranger, vous venez au Congo, vous devez vous limiter dans la gestion des droits civils et politiques, selon même la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 21. Tout le monde a droit d'accès aux fonctions publiques de son pays, mais il faudrait avoir sa nationalité d'origine de son pays. C'est là qu'il y a un peu de confusion avec ceux qui font la proposition actuelle. Ils sont en train de prendre ce qui est prévu dans la loi sur la nationalité, les limites contre les étrangers, on veut les transposer sur les Congolais qui ont un parent congolais et un parent étranger. Non, la Constitution reconnaît la nationalité d'origine aux Congolais qui ont 2 parents congolais et aux Congolais qui ont un des parents congolais suivant les coutumes. C'est seulement les étrangers qui ont acquis la nationalité congolaise qui ont des limites dans l'exercice de leurs droits politiques. Et la Constitution parle de l'état de siège. Est-ce que l'état de siège partiel peut nous empêcher de gérer le pays normalement et même organiser un référendum? Je dis oui, mais l'Assemblée qui vote cet état de siège est ici à Kinshasa. C'est cette Assemblée-là. Il prend des décisions nationales. S'il décrète l'état de siège, ou proroge l'état de siège, c'est sous la République. Alors comment peut-on laisser une partie de la République entre les mains des terroristes et dire que non, bon écoutez, ça concerne les autres là-bas, c'est Ituri et Kivu. Ici, nous pouvons continuer la vie. Ah mais non, on vous dit qu'il y a des terroristes qui ont déjà pris une partie de la République. Si vous voulez qu'on puisse procéder à des modifications de la Constitution, il faut être conséquent avec la situation actuelle dans laquelle nous sommes en train de vivre. Donc, pour notre part, il sera difficile qu'on puisse abandonner une partie de la République entre les mains des belligérants et oublier l'exposé des motifs de la loi qui a établi l'état de siège dans le pays. J'en reviens à la question de Mwanza. Mwanza dit, bon, je ne comprends plus la quintessence de votre conférence parce que je pensais que vous alliez nous dire qui est pour et qui est contre la loi Tchani. Non, nous faisons notre analyse et nous donnons notre argument. Dans cette liberté d'opinion, notre conclusion telle que nous vous la donnons plutôt, vous pouvez y réagir avec d'autres arguments. C'est pourquoi on dit qu'à la choc des idées jaillit la lumière. Nous avons donné notre réflexion jusqu'à la conclusion. Si vous avez une réflexion qui ne correspond pas à la mienne, vous développez aussi votre réflexion. Nous serons d'accord sur les points de divergence et nous serons aussi d'accord sur les points de vue convergents.
Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tous les points. D'autant plus que nous ne réfléchissons pas tous de la même façon. Nous pouvons avoir des points de convergence et des points de divergence. C'est encore Mwanza qui a parlé du contexte de rédaction de la Constitution de 2006. Oui, effectivement, le contexte était différent. C'est pourquoi, plus on avance dans l'édification de la démocratie et l'état de droit, les citoyens peuvent réfléchir. La réflexion que nous menons aujourd'hui sur la loi dite Tchani, nous sommes à une autre époque, nous sommes en 2023. Et les arguments que nous avançons aujourd'hui peuvent avoir de la valeur aujourd'hui, et demain, les mêmes arguments peuvent ne pas valoir la même chose. Donc le contexte de 2006 était l'issue des négociations de 2004. Et le pays, en partie, était sous occupation des groupes armés. Un groupe soutenu par le Rwanda, un groupe soutenu par l'Ouganda, et les autres groupes soutenus par différents groupes, Mai Mai et l'Angola, et le gouvernement n'avait qu'une autre portion. Donc de ce point de vue-là, nous sommes conscients que le contexte changeant, les arguments peuvent aussi changer. Et j'en viens enfin à la première question qui est devenue la dernière. C'est celle de M. Samuel. Il dit l'approche est trop juridique, il fallait une approche sociologique qui pouvait tenir compte de l'historique, de la sociologie. Et est-ce qu'on ne pouvait pas prendre ces autres considérations? J'y ai répondu en répondant à M. Chikangu. J'essaye de donner le meilleur de moi-même au risque de ne pas me perdre dans des sciences que je ne maîtrise pas. Je voudrais humblement qu'on puisse me reconnaître que je ne suis que juriste et que je ne suis pas dans les autres domaines. Je voudrais humblement qu'on puisse reconnaître que les diplômes que j'ai, ce ne sont que des diplômes de droit et que je respecte les autres sciences. Est-ce qu'on ne peut pas pousser un référendum citoyen? Oui, la Constitution prévoit. Si les citoyens se mobilisent et ils ont 100 000 signatures, ils ont l'initiative de révision de la Constitution. Si vous parvenez à mobiliser les citoyens et vous avez un mémorandum qui dit pourquoi vous le mobilisez et vous avez 100 000 signatures, vous pouvez y parvenir. Merci pour la première série de questions. Sur Sun City, vous avez essayé un peu de défendre Sun City. Vous avez expliqué le contexte dans lequel la Constitution a été changée. Est-ce que voudriez-vous nous expliquer, en tant que juriste et professeur, et quels sont les éléments, et vous, spécialiste en Constitution, les éléments qui ont poussé, qui peuvent justifier la légalité de ces changements de la Constitution hors du pays? Je voulais dire encore quelque chose. Moi qui est à l'extérieur, je suis belge, mais congolais. Je connais l'importance de la nationalité. Quand vous défendez la nationalité, vous ne sentez pas, vous ne savez pas peut-être son importance. Et quand nous sommes en Belgique, on nous pose la question de savoir de quelle nationalité êtes-vous? Nous disons que nous sommes belges. Un belge reprend pour la question de non, la nationalité d'origine. D'où tu viens? Ça veut dire, on te pose la deuxième question. Mais dans cette deuxième question, je sais que je n'ai plus d'autre nationalité que la nationalité belge. Mais on veut que je puisse dire quelle est la nationalité d'origine. À ce moment-là, je reprends, je dis, je suis congolais. Mais si je reviens au Congo, on me dit, tu dois payer les visas pour que tu entres. Mais de l'autre côté, on me dit, tu es congolais. Vous comprenez ce contraste? Nous sommes régis par
la constitution qui existe. Tant que nous n'aurons pas changé cette constitution, tout ce qu'on dira qui soit en dehors de cette constitution sera déclaré inconstitutionnel. Il faudrait que ça puisse correspondre à ce qui est écrit là-dedans. Il y a dans la salle quelqu'un qui est en train de dire « Seule la Cour constitutionnelle peut déclarer l'inconstitutionnalité. » Mais, évidemment, mais nous ne portons pas de jugement opposable. Nous sommes en train de mettre des avis juridiques. Dans un avis juridique, on dit « Que dit la loi ?» C'est ce qu'on met par écrit et on donne. Dans le débat ici que nous faisons, nous vous disons les choses telles qu'elles devraient se faire, sinon elles risquent de se buter à l'inconstitutionnalité. Il y avait un étudiant qui m'avait dit non, laissez ça aller jusqu'à ce que ça va arriver à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle va constater. Je dis non, la logique veut que nous puissions réfléchir selon les normes. Il ne faudrait pas aller commettre des infractions et puis dire non, que le juge constate que j'ai commis l'infraction. Non. Adoptez un comportement conforme aux règles, de par vous-même. C'est comme ça que dans le débat ici, nous disons, adoptons des attitudes qui soient conformes à la Constitution. Et vous avez dit que nous ne connaissons pas l'importance de la nationalité. Vous qui venez de Belgique, vous connaissez l'importance de la nationalité. Je pense très humblement que c'est une erreur. Si, à la limite, une insulte. Parce que tout le monde ici est très jaloux de la nationalité. Suivez le débat, que ce soit au Congo, que ce soit à la frontière, sur la nationalité. Pourquoi ici les gens continuent à discuter sur la nationalité? À tous les niveaux. Je pense qu'il faudrait humblement reconnaître que chacun est fier de sa nationalité. Vous avez votre façon de voir les choses en Belgique, où on vous rappelle que vous devriez rentrer dans votre pays et vous vous souvenez que vous avez la nationalité. Mais ici, il y a des gens qui n'ont même pas changé de nationalité, parce qu'ils ont connu l'importance de la nationalité avant même de devenir belges. Ils sont restés congolais. Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans en Afrique du Sud. Je n'ai jamais eu la nationalité sud-africaine. Parce que je me disais que je vais rentrer un jour dans mon pays. Et aujourd'hui, je suis rentré au Congo et je travaille dans un village. C'est là que je suis allé m'établir. Je n'ai pas eu besoin d'aller changer de nationalité. J'étais directeur dans une organisation internationale. Je suis parti avec ma famille. Nous avons travaillé. Et puis, après un certain temps, j'ai senti le besoin de rentrer au Congo. Bon, je suis rentré au Congo. Pourquoi? Parce que j'ai respecté les lois qui sont en vigueur. Alors, vous qui allez à l'étranger et qui reveniez avec les nationalités étrangères, mais sachez qu'il y a des lois en vigueur dans le pays. Tant que ces lois, on ne les aura pas changées, vous allez subir votre choix. Pour nous, les victimes de cette proposition de loi, nous allons nous faire un problème de barrer la route à toute personne qui va initier une loi pour m'arracher les droits que j'ai de diriger ce pays dans des postes légaliens ou de souveraineté. Là, nous allons nous opposer jusqu'à la dernière énergie. Si cette loi ici ne passe pas, on va passer même avec les petits-fils. Ça va On regarde mon frère. On a écouté. Merci, merci. Le prénom aussi est levé. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, merci. Bien. Merci, merci. C'est bon. Le cadre.
Merci, on se calme, on se calme. Les amis, tolérance. S'il vous plaît. Depuis un certain temps, j'avais vu comme s'il y avait des groupes de pression, les uns ne voulant pas que les autres parlent. Mais acceptez quand même qu'ils puissent donner un point de vue qui est le sien. On n'a pas refusé. Mais alors, il ne faut pas crier, laissez-le parler. Dans les mots qui sont les siens, qui expriment l'émotion qui est la sienne. S'il vous plaît, avant que lui parle, je vais vous ouvrir une parenthèse. Moi, je suis né à Lubumbashi. Mon père était arrivé à Lubumbashi vers 1924. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Et à Lubumbashi, il y a toujours des considérations des originaires d'eux et les originaires d'eux. Ce type d'intolérance amène souvent à la violence. Alors, par expérience de tels discours à Lubumbashi, je sais voir la tension dans la salle. Est-ce que vous pouvez accepter qu'il puisse parler? Et le fait même que vous lui refusez même de prendre la parole est très significatif dans le sens de ce que nous, les défenseurs des droits de l'homme, que nous appelons de la stigmatisation. Dès que lui commence à parler, vous le regardez, vous dites, oh, mais Tis lui aussi veut parler. Aucun enfant au monde n'a demandé à ses deux parents de lui faire venir au monde. Personne. On est né libre. Et les deux parents font leur aventure librement. Il y a un blanc ou une blanche qui a voulu s'associer avec un étranger ou bien un Congolais ou une Congolaise, ils étaient libres. Mais nous, leurs enfants, nous, les fruits de leur aventure, qu'est-ce que le problème de discrimination a à voir avec moi, innocent? Moi, je ne suis pas étranger, s'il vous plaît. Être Congolais d'origine, des pères et des mères, papa. Non, attends, des pères et des mères, et des pères ou des mères. Là, c'est clair. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas étranger. Oui. De deux, je suis né au Congo. Je suis né en 1900, s'il vous plaît. On a chuté, non? On a chuté. C'est ça les Ok. Et très chers amis, monsieur, c'est question de loi. Bon, ok. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Oui, il y a des gens qui sont trop séduits. C'est parce que, effectivement, chacun a son agenda. Chacun a sa sensibilité. Chacun a ce qu'il voudrait voir les autres faire. Il aurait fallu venir avec des éléments, avec des éléments au lieu de nous imposer la force, il fallait nous imposer l'unité. Ceux qui sont en train de parler là-dedans, nous leur demandons. Il fallait nous imposer des idées au lieu de nous imposer la force. Mesdames et messieurs, nous vous remercions beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre conférence. Cette salle, nous l'avions jouée pour un temps très réduit et le temps est arrivé à terme. Nous sommes obligés de quitter la salle et nous allons vous demander une chose. Est-ce que quelqu'un se sent en insécurité qu'on lui appelle la police? Non. Merci. Nous sommes contents de vous avoir nombreux dans cette conférence.
vous avez vite compris pourquoi nous n'avons pas voulu aborder des considérations politiques et sociologiques, parce que politique, vous allez me tabasser dans cette salle. Parce que le degré d'intolérance est patent. Merci beaucoup et à la très prochaine fois.